Bienvenue dans Le Monde selon l'IFRI, un podcast de l'Institut français des relations internationales. Je suis Marc Ecker, directeur adjoint de l'IFRI et rédacteur en chef de la revue Politique étrangère. Depuis sa création en 1979, l'IFRI s'évertue à décrypter le monde. Au fil des décennies, il est devenu l'un des principaux think tanks européens. Chaque année, nous éditons environ 150 publications et organisons autant d'événements qui permettent de mieux appréhender les dynamiques géopolitiques d'aujourd'hui et d'anticiper les tendances de demain. L'objectif de ce podcast, co-animé avec Cathy Hamilton, est de vous donner un aperçu de cette richesse et de transmettre des clés de compréhension du monde dans lequel nous vivons. Pour cet épisode, nous avons le plaisir de recevoir Sébastien Jean. Il est professeur d'économie au Conservatoire national des arts et métiers et il dirige à l'IFRI l'initiative Géoéconomie et Géofinance. Il a publié en novembre 2023, avec Thomas Gomard, une étude de l'IFRI intitulée « Découplage impossible, coopération improbable. Les interdépendances économiques à l'épreuve des rivalités de puissance ». Sébastien Jean, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de revenir sur cette étude, j'aimerais que vous nous parliez un peu de l'initiative Géoéconomie et Géofinance lancée à l'IFRI en 2023. Quels sont les principaux objectifs de ce projet ? Ce projet, au fond, est né de la volonté de croiser des regards économiques et géopolitiques sur le monde d'aujourd'hui et ses grandes évolutions. Dans des conditions où, on va y revenir, je pense, dans la discussion, on a à la fois une très grande interdépendance économique et des rivalités politiques, géopolitiques croissantes, il nous a semblé nécessaire de réfléchir de manière structurée, organisée, à la façon dont ces deux logiques se mêlent et à la façon dont elles déterminent un fonctionnement de l'économie mondiale et des relations internationales différentes de ce qu'on a connu jusqu'ici. Oui, avec un changement très net par rapport notamment à la guerre froide, qui est qu'aujourd'hui, les principaux partenaires économiques sont aussi dans une logique de tension géopolitique croissante. Donc ça, c'est une différence. Absolument. Et je crois que dans une certaine mesure, la situation d'aujourd'hui, elle est assez nouvelle dans la mesure où justement on a à la fois une très forte imbrication, interdépendance économique très étroite et en même temps une rivalité politique croissante. Et je crois que dans l'histoire, il y a assez peu de parallèles, en tout cas à ce degré d'intensité. Comme Marc a souligné, la première publication de l'initiative Géoéconomie et Géofinance était l'étude Découplage impossible, coopération improbable. Un des concepts centraux de cette publication est celui de l'arsenalisation des interdépendances. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer ce que ça veut dire ? Habituellement, quand une relation économique ou financière se forme entre deux parties, y compris au niveau international, c'est parce qu'elle est dans l'intérêt des deux parties. C'est pour ça que la façon dont on raisonne à propos des interdépendances, elle a été construite historiquement autour de ce qu'on appelle souvent en économie les gains mutuels à l'échange, avec l'espoir de retombées positives, y compris bien entendu toutes les théories, du doux commerce ou de l'effet potentiellement pacificateur des échanges. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre d'évolutions dans les tendances récentes qui sont assez frappantes, parce que au contraire, elles procèdent d'une action d'instrumentalisation des interdépendances économiques à des fins de rivalité politique, de contrainte, voire de coercition. Les exemples sont multiples. Probablement le plus frappant, c'est la multiplication des sanctions, notamment de la part des États-Unis, qui aujourd'hui maintiennent plus de 70 régimes de sanctions différents contre un très grand nombre de pays, d'institutions, de personnes. Les États-Unis qui appliquent des sanctions financières à grande échelle contre plus de 20 pays aujourd'hui, alors qu'au début des années 2000, c'était seulement quelques-uns, 4 par exemple en 2000. Et donc, des sanctions qui ont été de plus en plus largement utilisées. L'Europe le fait aussi d'ailleurs, mais de façon beaucoup plus ciblée. Les États-Unis, je l'ai dit, ont un rôle moteur et c'est particulièrement évident dans leur cas, mais ça ne se limite pas aux États-Unis, ces pratiques. On voit, par exemple, la Chine, notamment en particulier depuis 2010, appliquer de façon plus ciblée, plus opaque aussi, un certain nombre de mesures de coercition économique qui sont basées plus souvent sur des boycotts, des représailles commerciales, sur son accès au marché. Sur des sanctions commerciales de fait, y compris d'ailleurs aujourd'hui contre un pays européen, la Lituanie. Donc, on a un ensemble là de mesures qui sont du domaine des sanctions commerciales. Et puis après, on a des mesures qui sont assez nouvelles par rapport à ça,
commerciales et financières. Et puis donc, on a des mesures assez nouvelles par rapport à ce qu'on a connu historiquement, qui se développent aujourd'hui, qui sont plutôt du domaine des restrictions d'exportation. D'habitude, on cherche à vendre, on cherche à ouvrir les marchés. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit se développer? Des mouvements où, au contraire, on interdit de vendre et donc on interdit à ses propres entreprises de servir des marchés parce que on estime qu'on a là un levier qui se prête bien, disons, à la coercition, à la pression politique sur un partenaire. Les restrictions d'exportation de haute technologie des États-Unis sur la Chine sont l'exemple probablement le plus frappant. Mais on peut citer aussi la partie restriction d'exportation de produits technologiques justement vers la Russie, également comme exemple important à cet égard. Et enfin, le dernier point pour nous Européens, c'est la façon dont la Russie utilise le gaz contre nous et restreint ses ventes de gaz à l'Europe. Et pourrez-vous analyser brièvement les facteurs qui concourent à cette arsenalisation? Alors le premier point, je l'ai mentionné un peu déjà, je crois, c'est cette situation en grande partie inédite de très forte enchevêtrement, imbrication économique sur fond de rivalité politique quand ce n'est pas d'hostilité politique. Ça donne une situation dans laquelle il y a des raisons de vouloir faire pression sur, y compris de façon forte, sur les partenaires ou les rivaux, et ça met les relations économiques et financières au cœur des moyens de pression disponibles parmi les plus puissants. Ensuite, le deuxième aspect, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut utiliser les relations économiques et financières. J'ai commencé par dire, elles sont caractérisées normalement par un bénéfice mutuel. Bénéfice mutuel, ça veut dire aussi que si je coupe la relation, je crée un dommage pour moi-même autant que pour le partenaire. Donc en soi, c'est pas quelque chose de très productif. Ce qui signifie que l'arsenalisation des interdépendances, leur instrumentalisation à des fins non économiques, elle n'est possible de façon pratique, elle est potentiellement efficace que dans une situation où il y a une forte asymétrie. Et la situation actuelle de l'économie moderne favorise ce type de situation parce qu'elle est caractérisée par le développement de réseaux très complexes qui ont à la fois une très grande diversité dans leurs acteurs, mais aussi qui très souvent ont des nœuds critiques qui sont extrêmement importants parce qu'ils sont très difficilement contournables. Ça peut être typiquement dans la finance, le dollar comme monnaie internationale. Il y a énormément de monnaie, mais le dollar est incontournable. Dans les transactions interbancaires, en tout cas les communications qui sont autour, le système SWIFT. Dans les relations interbancaires, des places de clearing. Et donc, dans tous ces cas, et puis, donc, on a là des nœuds qui sont très difficilement contournables. Celui qui les contrôle peut faire pression sur les partenaires. Et ça s'étend à l'industrie aussi, parce qu'on voit à la fois qu'on a une immense diversité des réseaux extrêmement complexes, dans les hautes technologies en particulier, et puis on voit dans le même temps qu'il y a des points qui sont incontournables, c'est-à-dire certains brevets, de la propriété intellectuelle dans certains cas, et ça très souvent ce sont les Américains qui l'ont également. Et puis des entreprises, on est frappé de voir dans cette industrie électronique où beaucoup d'entreprises ont des milliers ou des dizaines de milliers de fournisseurs, qu'il y a malgré tout, sur certains créneaux clés, une entreprise qui est le leader incontesté et qui est très difficilement contournable, TSMC pour la fonderie, ASML pour les machines de production de semi-conducteurs par exemple. Alors quand même, ce que vous expliquez, c'est que ce n'est pas si simple de manier ces interdépendances, de les arsenaliser. Vous employez l'expression « arme à double tranchant ». Donc je pense qu'il faudrait expliquer à nos auditeurs pourquoi cette arsenalisation est une arme à double tranchant. Ça, c'est un premier aspect que j'aimerais traiter. Ensuite, il y en aura un deuxième, parce que vous expliquez quand même que pour que ça fonctionne, cette arsenalisation, il faut être beaucoup. Et ça paraît logique. Effectivement, si un seul État essaye d'appliquer des sanctions à l'égard d'un autre, mais que cet autre État parvient à les contourner de par ses interactions avec d'autres États, eh bien effectivement ces sanctions seront inefficaces. Donc est-ce que vous pouvez s'il vous plaît essayer de détailler ces deux aspects, donc arme à double tranchant d'une part et d'autre part arme qui doit être maniée par un maximum d'États? Le fait que ce soit une arme à double tranchant, à nouveau, ça naît de ce constat initial qu'une relation elle est censée être mutuellement bénéfique. Et donc par définition, le pays qui sanctionne va s'infliger un coût à lui-même. Parce que s'il maintenait ses relations économiques et financières, c'est parce qu'elles avaient un bénéfice pour lui. Donc il y a un premier aspect, c'est de reconnaître que
même pour soi-même, les sanctions vont être coûteuses. Et de voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut arriver à limiter ces coûts. Le deuxième aspect, c'est que c'est un jeu d'interaction entre des acteurs, c'est une interaction stratégique et évidemment, chacun prend ses mesures et quand on instrumentalise les interdépendances, il faut s'attendre évidemment à ce que l'adversaire ou en tout cas la contrepartie, dans certains cas l'ennemi, le fasse également et réagissent en contournant, réagissent en prenant des mesures pour se prémunir contre l'impact des sanctions. Et souvent, ces mesures, elles vont être préjudiciables pour celui qui est à l'origine des sanctions. Il y a beaucoup d'exemples, mais je dirais qu'aujourd'hui, finalement, les sanctions contre la Russie sont une sorte de laboratoire. C'est-à-dire que on voit bien qu'on a mis en œuvre des sanctions. Les États-Unis et leurs alliés ont mis en œuvre des sanctions économiques et financières très larges contre la Russie. Ce qu'on observe depuis qu'elles ont été mises en œuvre, c'est toutes les stratégies de contournement de la Russie, qui va se débrouiller par un certain nombre d'intermédiaires pour importer les produits qu'il n'est pas censé importer, qui va, dans un certain nombre de cas aussi, trouver des fournisseurs alternatifs. Et donc là, si on raisonne dans la grille habituelle des gains à l'échange, on perd des marchés. On voit bien, par exemple, aujourd'hui, que dans le commerce extérieur chinois, qui pourtant lui-même est assez dynamique, la partie la plus dynamique, c'est les ventes vers la Russie, parce qu'ils ont pris la place des pays riches. Alors qu'est-ce que ça nous dit sur l'efficacité des sanctions, justement, par rapport à la Russie ? Je précise juste qu'on a publié un article dans Politique étrangère, dans la revue de l'IFRI, de Vladislav Inozemtsev, qui tendait à montrer que l'économie russe s'était révélée en fait beaucoup plus résiliente que ce qu'on attendait. Ça nous dit qu'il y a beaucoup de moyens de contourner des sanctions et ces moyens sont d'autant plus importants que la cible des sanctions est suffisamment grande. J'ai dit tout à l'heure, la logique économique des sanctions, elle trouve sa source dans l'asymétrie. Plus on cible un pays important, moins l'asymétrie est importante et donc plus lui-même, il a des degrés de liberté pour essayer de s'adapter. Dans certains cas, si c'est juste perdre des marchés, il y en a d'autres en remplacement, c'est pas très grave. Dans d'autres cas, et là, je pense aux sanctions dans la haute technologie imposées par les États-Unis contre la Chine, c'est potentiellement plus problématique parce que ça veut dire qu'on a des entreprises qui sont à la pointe, qui sont très innovatrices. C'est pour ça que les technologies qu'elles vendent sont stratégiques, sont considérées comme stratégiques. Mais leur capacité d'innovation, elle est assise sur la capacité à dégager des profits importants sur leurs ventes. Quand on les coupe du marché chinois, qui est le principal marché chinois pour dans beaucoup de cas, on les coupe d'une grande partie de leurs clients. Donc, on risque de limiter leur capacité d'innovation et dans le même temps, de renforcer la volonté du gouvernement chinois de mettre des moyens très importants pour stimuler l'innovation dans ce secteur. Donc, en fait, en utilisant cette position dominante dans les semi-conducteurs de dernière génération, les États-Unis prennent le risque d'affaiblir cette position elle-même et c'est un risque très conséquent. C'est surtout, je crois, dans ce sens-là où il faut considérer que les sanctions sont une arme à double tranchant. Ça, c'était sur l'arme à double tranchant, mais il y a effectivement l'autre aspect qui est cette capacité à construire des sortes de coalitions qui vont sanctionner. Et pour construire ces coalitions, il faut manier à la fois la carotte et le bâton. C'est ce que vous expliquez, mais là encore, des exemples seraient utiles. Absolument. Au fond, peut-être en partant d'un paradoxe, c'est que j'ai souligné l'importance de ces restrictions d'exportation appliquées par les États-Unis contre la Chine. Le paradoxe, c'est que la Chine, dans l'une de ses réponses, a interdit à la société Micron de vendre des produits sur le marché chinois. Donc, à peu près exactement, on a l'impression, le même genre de mesures qui avaient été prises par les États-Unis pour sanctionner. Avec donc visiblement l'idée que l'effet sera inverse. Quelle est la différence entre les sanctions des États-Unis et ces contre-sanctions de la Chine ? Les sanctions des États-Unis, elles visent à priver les Chinois d'un accès à tout produit comparable à ce qu'ils sont capables de vendre, c'est-à-dire ces semi-conducteurs de toute dernière génération. Là, ce que fait la Chine avec Micron, c'est essayer d'empêcher cette entreprise de vendre ses produits, sachant qu'ils pourront s'approvisionner auprès d'autres fournisseurs qui vont avoir des produits de qualité équivalente. Si je mets en évidence ce paradoxe, c'est que ça montre toute l'importance d'arriver à avoir finalement un barrage, des sanctions qui constituent un empêchement d'accès, une sorte de barrage par rapport à un ensemble de produits qui soit étanche. Soit il est étanche et il peut être relativement efficace, soit il est partiel, et à ce moment-là, ceux qui appliquent les sanctions perdent le marché au profit de leurs concurrents directs. D'où l'importance d'avoir
une entité qui sanctionne, un ensemble qui sanctionne, qui couvre l'ensemble des producteurs relativement comparables. Et finalement, dans le monde d'aujourd'hui, il est rare que cet ensemble il soit logé dans un seul pays. C'est pourquoi les États-Unis ont besoin, et tous les autres pays aussi, en fait, un seul pays ne peut rarement appliquer efficacement des sanctions. Il est rarement dans une position tellement dominante qu'il puisse le faire. Exemple, dans la volonté des États-Unis de couper la Chine de l'accès aux semi-conducteurs de plus haut niveau, ils sont obligés d'essayer de prendre des mesures pour que Taïwan, l'entreprise TSMC en particulier, et Samsung en Corée aussi, appliquent ces interdictions américaines. Quand il s'agit de machines de production de semi-conducteurs, les États-Unis, pour mettre en œuvre efficacement des sanctions, sont obligés de s'assurer du concours des Pays-Bas et du Japon, parce que c'est là qu'il y a les deux entreprises leaders dans le secteur. Donc c'est une illustration du fait qu'il faut former une coalition et finalement la capacité à entraîner des alliés ou au moins des partenaires dans ces sanctions, dans ces politiques de coercition est quelque chose d'absolument clé. Et c'est un domaine d'ailleurs dans lequel il y a une asymétrie très forte entre les États-Unis et la Chine. C'est intéressant parce qu'on pourrait aussi ajouter l'exemple de la guerre commerciale que Trump a lancée contre la Chine, qui a ensuite eu un effet catastrophique sur l'industrie agricole américaine et qui a eu l'effet inverse de ce qu'il voulait. Beaucoup d'électeurs de Trump, agriculteurs, ont décidé en 2024 qu'ils ne vont pas voter pour lui. Mais en 2023, l'économie américaine s'est révélée bien plus résiliente que prévu, alors que la Chine n'a pas connu la reprise post-Covid escomptée. En parlant de tout cela, est-ce qu'elle pourrait être les trajectoires de ces deux économies en 2024? Oui, dans ce contexte de rivalité très forte, la dynamique économique et technologique est importante et on a des situations assez différentes dans ces deux grandes puissances. La situation américaine, pour moi, elle est caractérisée aujourd'hui par une position dans laquelle on espère avoir un atterrissage de la politique de lutte contre la poussée d'inflation qui se fasse, si possible, en douceur. Avec ce défi d'arriver à consolider les résultats déjà obtenus dans l'affaiblissement de l'inflation, sans tomber dans la récession. Au fond, je crois qu'il y a essentiellement deux défis qui se présentent ici. Le premier, c'est de maintenir une consommation suffisamment dynamique. La consommation a été le moteur de la résilience de l'économie américaine au cours des derniers mois, des 2 dernières années. Enfin, et puis c'est un moteur historique. Le défi aujourd'hui, c'est de maintenir son dynamisme, de maintenir la confiance des consommateurs dans un contexte où aujourd'hui le taux d'épargne des ménages américains est de seulement 4%. C'est-à-dire qu'il est très faible. On a eu la période du Covid où une épargne s'est constituée et ensuite les ménages américains ont consommé cette épargne, contrairement à ce qui s'est passé en Europe d'ailleurs. Ça a été un vrai moteur de leur dynamisme. Mais là, aujourd'hui, ils n'ont plus de matelas. Ils ont 4% d'épargne. Le niveau de long terme de l'épargne américaine, il est faible, mais il est quand même à 8%. Donc, est-ce qu'ils vont maintenir ce dynamisme de la consommation? C'est le premier défi. Le deuxième, je crois, c'est de recréer un climat d'investissement. Et là, il y a essentiellement 2 aspects. Le premier, c'est l'immobilier. L'immobilier, aujourd'hui, on a des prix chers aux États-Unis, on a des taux d'intérêt élevés. Ça crée un problème d'accessibilité. Est-ce que l'immobilier est finalement abordable suffisamment pour la classe moyenne américaine? Comment on fait pour éviter qu'il soit trop cher et qu'il y ait un effondrement du marché immobilier américain? Premier point. Le deuxième point, c'est l'industrie. Il y a eu des politiques industrielles extrêmement ambitieuses votées sous l'administration Biden. Au fond, je dirais, on attend encore qu'elles produisent vraiment leurs effets. Il y a beaucoup d'annonces. Il y a aussi des bâtiments qui ont été créés. Mais de l'output industriel, pour l'instant, on l'a pas vu. Donc, est-ce qu'ils vont arriver à maintenir, d'une part, à concrétiser les résultats et d'autre part, à maintenir une bonne dynamique d'investissement? Je crois que ça sera un facteur clé. Pour la Chine, la situation est très différente. C'est une situation d'atonie de la demande. C'est une situation aussi de déflation. Et donc, sur fond d'endettement très élevé et de crise de l'immobilier. Donc là, on a vraiment une situation radicalement différente. On sait en gros ce qu'il faut faire dans ce type de situation, notamment de crise immobilière, de crise d'endettement. Il faut rapidement nettoyer les bilans. Il faut affecter les pertes. Il faut essayer de faire place nette et d'éviter que ce boulet n'entrave durablement l'économie. On sait ce qu'il faut faire. Je pense qu'on voit que c'est ce que ne fait pas le gouvernement chinois aujourd'hui,
Qu'est-ce qu'ils font à la place? Et ils font une prolonge l'espèce de volontarisme politique en matière économique, pardon, qu'ils ont pratiqué depuis des années, qui consiste à utiliser le crédit pour accélérer l'activité économique. Et ils le font aujourd'hui dans un contexte où, comme le crédit peut pas aller vers l'immobilier, comme on a vu que y a une sorte d'excès d'équipement en infrastructure, ça n'a plus grand sens de trop mettre d'investissement dans les infrastructures, ce crédit va vers l'industrie, avec le risque d'exacerber les problèmes de surcapacité et finalement cette tendance de l'économie chinoise à exporter ses déséquilibres à l'étranger. Compte tenu justement des interdépendances que vous avez décrites précédemment, est-ce qu'une Chine atone n'a pas un impact global et ne pèse pas notamment sur la croissance des États-Unis? Je crois que le risque, c'est justement qu'elle mène trop des politiques où elle exporte ses déséquilibres. Et typiquement, c'est pour ça que je m'inquiète de cette poussée très forte que l'on constate du crédit à l'industrie chinoise, alors que l'industrie manufacturière est déjà très excédentaire. Il faut rappeler que l'industrie manufacturière chinoise, en 2022, a dégagé un excédent commercial, je parle juste seulement des produits industriels, à hauteur de 1 800 milliards de dollars. Ce qui est absolument considérable, à peu près 2/3 du PIB français. Donc, je crois que là, il y a une vraie question. Après ça, et donc je parle plus en termes de demande nette par rapport au reste du monde. La Chine n'est pas un débouché très important, ni pour les États-Unis, et finalement, elle est de moins en moins pour l'Europe. En Europe, elle est importante pour l'Allemagne surtout, moins pour les autres pays. Donc, c'est plutôt au travers de ce prisme que je réponds à la question. D'accord. Restons un peu sur les politiques industrielles que vous avez évoquées très brièvement avant en parlant des politiques industrielles de l'administration Biden. Et effectivement, on a beaucoup parlé notamment de l'IRA, l'Inflation Reduction Act, entre autres. Qu'en est-il de l'Union européenne et de la France? Est-ce que nos politiques industrielles sont suffisantes pour faire face justement à ces politiques industrielles américaines qu'on vient de citer, mais aussi chinoises? Oui, on est dans une situation, je pense, assez délicate. D'abord, il y a cette concurrence politique, stratégique au niveau international dont on vient de parler et ses conséquences économiques. Ces conséquences économiques, elles sont notamment qu'il y a un enjeu de contrôle, de puissance dans les politiques industrielles qui sont menées. Finalement, quand on parlait de politique industrielle il y a 40 ans, on parlait beaucoup plus de qui arrive à s'approprier les rentes de monopole liées à telle ou telle industrie où elles étaient importantes. Aujourd'hui, je crois que derrière, il y a vraiment un enjeu de puissance très important. Dans un contexte d'une révolution industrielle, au fond, marquée essentiellement par la transition écologique, mais aussi par la révolution numérique. Et donc tout ça, ça rebat les cartes d'une façon très puissante dans l'industrie et dans le commerce international, avec pour l'Union européenne un certain nombre de problèmes. Le problème de cette crise énergétique qui a été en fait vraiment une spécificité européenne pour l'essentiel sur les 2-3 dernières années, en particulier depuis la guerre en Ukraine, sur le fait que la capacité de l'Union européenne est relativement moins bonne dans l'innovation radicale. Donc, en fait, et ça se traduit par le fait qu'elle est plutôt en retard sur ces révolutions technologiques, qu'il s'agisse de technologies vertes ou de numérique. Et sur le fait également que les capacités de financement en Europe, pour des raisons qui sont à la fois macroéconomiques et institutionnelles, elles sont beaucoup plus limitées qu'aux États-Unis et en Chine. Donc, c'est une situation très inconfortable pour nous. Je pense on a fait un certain nombre de pas en avant pour essayer de progresser et d'accélérer notre adaptation, notre innovation. Il faut que l'Europe et la France musclent leur jeu. C'est-à-dire qu'elles renforcent leur capacité d'innovation, leur capacité à développer des filières nouvelles, mais qu'elles le fassent à leur façon. C'est-à-dire, on ne battra pas, pour employer un peu une métaphore sportive, les Chinois à leur propre jeu. On ne va pas faire des entreprises plus grandes ou des subventions plus importantes ou un contrôle de l'économie plus importante. Surtout pas. Il faut assumer la spécificité, je pense, de l'économie européenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire renforcer la capacité de l'innovation, mais le faire d'une façon qui soit cohérente en Europe. C'est-à-dire développer autant que possible des financements conjoints. Quand on n'y arrive pas, des financements qui soient étroitement coordonnés. Renforcer le marché unique, parce que c'est une de nos grandes forces, mais en même temps, notamment, on sait que sur les services, on est loin du compte et ça a été un handicap concurrentiel. C'est-à-dire développer une politique énergétique ambitieuse, parce que c'est vraiment
problèmes spécifiques européens très, très lourds et potentiellement très importants pour l'industrie. Et puis, assumer de se protéger contre la concurrence subventionnée de la Chine et des autres, et potentiellement des États-Unis si le problème se pose, parce que ce contexte de concurrence des politiques industrielles fait qu'il faut se battre à armes égales. À part les solutions que vous venez de proposer, votre conclusion n'est guère optimiste. Vous soulignez que la logique de sécurité économique qui prévaut actuellement risque de nous conduire vers un jeu à somme nulle, voire perdant-perdant. Comment pourrait-on sortir de cette dynamique négative ? C'est vrai qu'il y a un certain nombre de constats qui ne portent pas à l'optimisme. Je pense que c'est lié au fait qu'on a un système international qui est en transformation. Donc, c'est très difficile de trouver les nouveaux équilibres, les nouveaux facteurs de régulation. On voit ce que l'on quitte d'une certaine façon, ce qui se défait, et on n'est pas encore dans un monde recomposé d'une façon satisfaisante. Donc, effectivement, c'est préoccupant. S'il y a des facteurs d'optimisme qu'il faut mettre en avant, je dirais que c'est le fait que nous connaissons les coûts et les défauts de ces tendances. Nous connaissons les coûts de la non-coopération. J'ai dit que ces sanctions, la plupart du temps, elles étaient préjudiciables à toutes les parties. Ces sanctions, ces stratégies de coercition économique et d'arsenalisation des interdépendances. Nous savons, bien entendu, que les défis communs sont absolument majeurs. Le changement climatique, bien sûr, mais aussi la chute de la biodiversité, la dégradation environnementale d'une façon générale, la mise en danger des communs globaux, etc. Nous connaissons tous les risques des logiques d'escalade dans ces interactions internationales. Et donc, je pense que cette connaissance des risques possibles, ça doit être le moteur d'une réaction pour essayer de réguler, de trouver des nouveaux modes de régulation. On n'est plus dans le multilatéralisme dirigé, orchestré par les États-Unis. On n'est pas dans un régime qui serait d'une assemblée internationale qui répondrait à une logique de partage de pouvoir assumée. Néanmoins, je pense que les pays tiers, par rapport aux deux grandes puissances que sont les États-Unis et la Chine, la communauté des nations prises dans leur ensemble ont un pouvoir de pression très important. Et je pense que c'est ça qu'il faut essayer d'organiser, d'utiliser à des fins de régulation, en tout cas pour éviter des dérives qui seraient trop néfastes. Faire pression, développer les échanges, développer la transparence, développer l'influence des pays tiers. Et évidemment, parmi les pays tiers, il y a notamment l'Union européenne et la France. Et je pense que il y a une sorte de système post-multilatéraliste à inventer qui sera sans doute plus polymorphe, moins centré sur quelques institutions, mais qui permettent de tirer tout le bénéfice potentiel de cette communauté des nations face à des acteurs aussi puissants que les États-Unis et la Chine. Je crois que la seule influence véritablement importante potentiellement, c'est la communauté des nations prise dans son ensemble, ou en tout cas dans certaines de ses parties influentes. Dernière question à Sébastien Jean pour mettre un peu l'eau à la bouche de nos auditeurs. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu des publications ou événements à venir de cette nouvelle initiative Géoéconomie et Géofinance de l'IFRI ? Oui, alors au fond, notre travail se structure autour, d'une part, de papiers de réflexion pour poser le cadre intellectuel de ce monde nouveau qui se dessine devant nous, finalement, et d'autre part, des papiers d'approfondissement sur des aspects précis. Sur le cadre de réflexion, on est et donc on va s'appuyer, y compris sur des contributeurs extérieurs de grande qualité, sur la question de la façon de concilier les objectifs de souveraineté et de transition climatique, par exemple, sur l'analyse des dépendances macroéconomiques et financières internationales, qui dépend de qui, et c'est une question assez complexe, sur, par exemple, l'influence des fintech, des nouvelles technologies financières et la façon dont elles peuvent déformer ou influencer le système monétaire et financier international. Ensuite, donc au-delà de ces papiers de réflexion, de cadrage, je dirais, l'idée d'avoir des travaux d'approfondissement sur des questions plus précises. Par exemple, pour prendre la mesure, y compris sur des aspects peut-être plus spécifiques, des recompositions dans
les chaînes de valeur technologiques, dans la finance internationale, au système monétaire, dans les évolutions de découplage ou de limitation de de-risking, limitation des risques, et la façon dont on peut en trouver des traces dans l'évolution des systèmes, de l'organisation de l'économie mondiale, ou dans les choix des grandes entreprises. Et puis enfin, le dernier volet de notre activité, c'est la mise en débat, la discussion au travers de conférences, et donc nous projetons une conférence de haut niveau sur ces questions dans l'année 2024. Sébastien Jean, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir parler à ce micro. Quant à vous, chers auditeurs, si vous souhaitez suivre l'actualité de l'initiative Géoéconomie et Géofinance, n'hésitez pas à vous abonner aux réseaux sociaux de l'Institut français des relations internationales. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un prochain épisode du Monde selon l'IFRI.